quatrième directive, quelques idées que tu as abordées déjà, que je reprends en compte. Les bénéficiaires effectifs. Pour nous, banquiers, l'évolution sur la réglementation des bénéficiaires effectifs est assez intéressante. La première d'entre elles, c'est que dans certains cas, aujourd'hui, je peux ne pas avoir de bénéficiaire effectif, parce que j'ai personne, un type de personne physique, qui a le contrôle directement ou indirectement d'une personne morale, c'est-à-dire qui a plus de 25%, je peux ne pas avoir de bénéficiaire effectif. Demain, ce ne sera plus possible, puisque en dernière extrémité, en dernier recours, ce sera le dirigeant qui sera bénéficiaire effectif. Ça peut être vrai dans une PME où l'affectio societatis est vraiment clairement identifié. Très sincèrement, je ne vais pas prendre une banque que je connais très bien, mais prenons, je ne sais pas, pour Renault, je ne pense pas que Carlos Ghosn soit bénéficiaire effectif au sens pur de la définition du bénéficiaire effectif de Renault. Pour autant, quelque part, si je suis banquier, que je n'arrive pas à trouver de bénéficiaire effectif, ce qui pourrait être le cas sur Renault, ça me fera un petit peu mal de mettre Carlos Ghosn, ça c'est autre chose. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on nous parle d'un registre. Chaque État va devoir tenir un registre qui sera un petit peu comme le CREF, j'imagine. Alors ça ne sera pas des infos sur le CABIS, puisque l'accès à ces informations-là sera réservé à la fois aux autorités et aux professionnels qui en ont besoin. Je ne sais plus quel est le terme exact, enfin en tout cas les banquiers y auront accès, journalistes financiers aussi. Donc ça ne pourra pas être sur le CABIS puisque l'accès restreint. Cela dit, moi j'ai aucune idée des mesures qui vont contraindre, comment est-ce qu'on va être contraignant avec les personnes morales pour leur demander de tenir à jour la liste des bénéficiaires effectifs et surtout de la publier. Aujourd'hui, une entreprise n'est absolument pas obligée de publier ses comptes. Je crois qu'il y a une petite amende. Enfin, en général, ceux qui ne les publient pas ont très largement les moyens de payer l'amende, donc ce n'est pas du tout un problème. Donc moi je ne sais pas quelles sont les mesures, je ne vais pas dire coercitives, mais quelles sont les mesures qui seront prises pour que effectivement ce registre existe et qu'il soit vraiment valable. Corollaire, on nous dit que le fait d'aller voir dans ce registre ne sera pas suffisant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se réfugier derrière le fait que le registre est renseigné ou n'est pas renseigné pour choisir le bénéficiaire effectif. Si censément les informations qui sont dans le registre sont bidonnées, je dois être en mesure de le détecter. Ça, je ne sais pas encore comment je vais faire pour le détecter. Ensuite, la détention de 25% ou plus du capital devient un signe de la qualité de bénéficiaire effectif. Et là, on est dans les limites. Je parlais tout à l'heure d'une rédaction en anglais, peut-être de la quatrième directive. Aujourd'hui, il y a le mot signe. Aujourd'hui, 25%, pour moi, c'est une certitude. Je n'ai pas de problème, je peux y aller. Ça me définit un bénéficiaire effectif. Si maintenant ça devient juste un signe, la sémantique est importante. On n'est plus dans une logique absolue. Ça peut. Je ne peux pas dire que ça ne peut pas. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est évidemment automatique. Ça me pose un problème. Sur les aspects opérations, je suis désolé, j'ai une myopie congénitale absolument terrible. Oui, les jeux de hasard. Alors, les jeux de hasard, ils sont effectivement inclus dorénavant. Cela dit, il y a un article de la quatrième directive qui prévoit que certains États peuvent dérisquer certaines activités. Donc, j'ai cité deux territoires tout à fait au hasard. Si jamais dans ces deux territoires on décide de dérisquer les jeux de hasard, vous me rajoutez une libre prestation de service là-dessus, et puis au final, il n'y aura rien qui aura changé. Les casinos sont toujours logés plutôt dans le sud, et pourront opérer sans aucune difficulté sur le territoire français. Deuxième point en matière d'opération, il faut vraiment que j'aille changer oui, la réglementation sur les monnaies électroniques est intéressante. Je vais rentrer dans des sujets un peu d'actualité, je suis désolé. Aujourd'hui, quand vous arrêtez un dealer à Barbès, il n'aura pas 1 euro d'argent liquide sur lui. Les deals se font avec des cartes prépayées, souvent, avec des supports qui préservent l'anonymat. C'est bien d'avoir adressé les problématiques des cartes prépayées. Quand les cartes prépayées ont été autorisées en France, certaines autorités n'étaient pas contentes du tout, parce qu'on n'avait pas les outils pour pouvoir contrôler le système. Aujourd'hui, les affaires, la technique a évolué. On parle du Bitcoin. Bitcoin, c'est bien. Moi, je voudrais qu'on soit sensibilisé aussi à ce qu'on appelle le dark coin, c'est-à-dire
presque l'équivalent du Bitcoin, mais sur ce qu'on appelle le cypherspace. Je crois que c'est le terme anglais, le cypherspace. C'est-à-dire cette espèce d'internet caché sur lequel on trouve des armes et de la drogue. Ça n'est pas un mythe, ça existe. Et anecdotiquement, c'est mon fils qui m'a appris ça. Vous avez un jeu qui s'appelle World of Warcraft. Je ne sais pas si les gens ont déjà joué à World of Warcraft. Maintenant, World of Warcraft, il y a une notion de monnaie, il y a une monnaie virtuelle utilisée dans le jeu. Et cette monnaie virtuelle utilisée dans le jeu devient maintenant une monnaie de transaction pour les trafiquants de drogue qui, je ne sais pas comment, mais réussissent à dévoyer le système et à utiliser la monnaie de World of Warcraft. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça pour vous dire que de toute façon, faire de la lutte anti-blanchiment, et je serais tenté de finir mon intervention sur ce point-là, la lutte anti-blanchiment, c'est un petit peu comme être médecin sportif sur le Tour de France. C'est une image que j'emploie souvent. Tant que vous n'aurez pas été confronté à la réalité d'un cas, vous ne pourrez pas l'intégrer dans votre système de réflexion. On est nombreux, on est de plus en plus nombreux, nos directions générales ont tout à fait conscience de l'importance de ces problèmes, donc on est de plus en plus nombreux à travailler sur ces sujets-là, mais il n'en meurt pas moins qu'on ne sera jamais aussi nombreux, d'une part, mais aussi réactifs. Donc on n'aura pas autant d'imagination que la totalité des personnes qui sont susceptibles de travailler avec nous. Donc forcément, on aura toujours quelque part un temps de retard. Le tout, c'est de réduire au plus ce temps de retard, c'est d'en tirer les conséquences. Je peux me faire avoir une fois, 2 fois c'est dommage, 3 fois c'est difficilement tolérable. Il faut qu'on échange entre nous, l'intérêt de la participation à ce type de réunion professionnelle. Et fondamentalement, il faut rester humble parce que de toute façon, si on est confronté à quelqu'un qui met tout en œuvre pour essayer de coincer un établissement de crédit, il faudra vraiment avoir très clairement identifié à la fois le modus operandi et le client pour pouvoir déjouer les tentatives de se déroger. Voilà, donc c'est une espèce de quête, on peut dire. C'est quelque chose de très rassurant de faire ce genre d'activité. Je suis très heureux que vous soyez si nombreux. Même si je sais que c'est pas plus pour les produits que pour mon intervention. Parce que quelque part, j'ai envoyé un mot qui est un peu désuet, mais c'est un mot que j'aime bien. Je trouve qu'il y a énormément de morale dans tout ça. C'est moral de faire de la lutte anti-blanchiment. C'est moral de lutter contre la fraude fiscale, parce que derrière, on lutte contre le travail dissimulé, donc on lutte contre une forme d'esclavage moderne. C'est moral de lutter contre la fraude fiscale quand on sait que l'Afrique est très largement créditrice vis-à-vis du reste du monde, puisque pour 1 euro d'aide humanitaire qui part vers l'Afrique, il y a 8 euros de capitaux fraudés qui remontent vers des paradis fiscaux. Donc quelque part, il y a une morale dans cette affaire. Et je pense qu'on n'est